nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont participé à l'œuvre accomplie par la France dans les anciens départements français d'Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Indochine, ainsi que dans les territoires placés antérieurement sous la souveraineté française. Quant à l'article 4, il dispose « Le rôle positif sera enseigné ». Les programmes de recherche universitaire accordent à l'histoire de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, la place qu'elle mérite. Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l'histoire et au sacrifice des combattants de l'armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit. La coopération permettant la mise en relation des sources orales et écrites disponibles en France et à l'étranger est encouragée. Première réaction, celle du ministre délégué aux anciens combattants, Hamlaoui Mekashra. Pour la première fois, la nation reconnaît l'œuvre accomplie par mes compatriotes outre-mer. Dès son adoption, la loi suscite des réactions d'indignation. Un collectif d'historiens mené par Claude Liozu, professeur émérite à l'université Paris 4, est mis en place. La Ligue des droits de l'homme, le MRAP et d'autres associations françaises se joignent au mouvement. Ils protestent tous contre l'obligation d'une écriture officielle de l'histoire. Nous avons d'abord voulu informer et heureusement, au moins au début, quelques journaux nous ont soutenus, quelques journaux ont publié notre texte. Ensuite, ça a fait boule de neige, comme on dit, parce qu'il y a, je crois aujourd'hui, une sensibilité dans la société française qui est récente au passé colonial. On le voit bien à propos de l'esclavage, de la mémoire de l'esclavage, on le voit aussi à propos de la guerre d'Algérie, c'est certain, ce qu'on appelle en France la guerre d'Algérie, c'est certain qu'il y a une sensibilité qui nous a permis d'avancer. Il y a eu aussi, je crois, des erreurs qui ont été commises par ce lobby qui a défendu l'idée d'Algérie française, avec des stèles en l'honneur de l'OAS, des manifestations en l'honneur de l'OAS qui ont choqué l'opinion. Il y a tout ça qui a joué. Nous menons un combat dans l'opinion. Dès le début, on a réagi avec d'autres amis. On a publié un manifeste qui est devenu une pétition pour s'opposer à cette loi, notamment à l'article 4 et aussi à l'article 13, qui étaient pour nous, les plus dangereux pour les historiens. Nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait une histoire officielle, pas plus qu'il y ait une philosophie ou une science officielle. Il y a une intervention des hommes politiques dans la vie scientifique, dans la vie de l'enseignement, et qui est contraire à toute la tradition française depuis quand même plus d'un siècle maintenant. Je refuse qu'un pouvoir politique dise à l'intellectuel, au chercheur, comment il doit penser. C'est une façon qui est propre à certains systèmes totalitaires. Nous avons connu dans le monde, et nous connaissons encore dans le monde, des régimes politiques qui imposent à leurs intellectuels la façon dont ils doivent écrire, parler, réfléchir. Comment écrire l'histoire, ça peut paraître absolument incroyable aujourd'hui au XXIe siècle, dans une société française, c'est-à-dire donner aux enseignants pratiquement des ordres pour réfléchir à un sens à cette histoire. Alors les enseignants, naturellement, ne peuvent pas accepter ce diktat de l'État dans l'écriture, dans le récit officiel de l'histoire. Il ne peut pas exister de récit officiel de l'histoire. Il faut laisser à ce niveau-là les enseignants réfléchir et écrire cette histoire. Cette loi, moi j'en ai eu connaissance seulement en juin, lorsqu'il y a une pétition qui a été faite par les historiens. Et à l'époque, j'enseignais dans un collège de banlieue. Pour un historien, ça c'est des choses qui ne sont pas possibles, parce que l'historien ne se pose jamais le problème de savoir si c'est positif ou si c'est négatif. Il étudie des phénomènes dans toute leur complexité et il essaye de rendre compte de cette complexité sans jamais se poser le problème de savoir si c'est bon ou si c'est mauvais. En débattant avec des collègues, je me suis rendu compte que mes collègues n'avaient aucune connaissance de cette histoire et qu'au bout du compte, eux, comme ils n'avaient pas de formation sur l'histoire coloniale, cette loi ne les dérangeait pas plus que ça, puisqu'on m'a répondu, mais oui, il y a l'aspect positif, il y a les routes, il y a les hôpitaux, etc. Le débat sur le positif et le négatif de la colonisation est un faux débat. Le vrai problème avec la colonisation, c'est que d'une manière générale,
on peut dire que la colonisation a été faite pour l'intérêt de la France et des Français. Qu'à la suite de ça, il y ait eu des réalisations et tout, elles ont été faites d'une manière sérieuse, surtout pour les Français, et avec l'argent et la sueur des Algériens. Ce qui nous a choqué aussi, c'est cet article 13 qui prévoit une fondation sur la mémoire de la guerre de libération, qui n'appelle pas la guerre de libération, qui appelle la guerre d'Algérie. Or, une fondation sur la mémoire, pour la mémoire, qui risquerait de donner la parole à des groupes de mémoire constitués par des revanchards coloniaux, ne nous paraît pas être une fondation pour l'histoire. En tant qu'historien, on ne peut pas accepter que ce système qui a donné naissance à un racisme de masse et un racisme institutionnalisé soit réhabilité. Le vrai débat, c'est le phénomène colonial, le cadre théorique du phénomène colonial. Et ce cadre, évidemment, il intervient dans une évolution internationale d'inégalité entre les nations, et les nations faibles ont servi de refuge pour la solution des problèmes d'autres pays et pour la puissance d'autres pays, parce que la France a été une grande puissance, surtout par son empire colonial. Cette loi-là s'inscrit dans une manière de continuum dans la gestion par l'État français, par les pouvoirs publics français, par les différents gouvernements français, quelles que soient leurs orientations politiques, de gauche ou de droite. Donc cette loi s'inscrit dans un continuum dans la gestion du dossier Algérie, du dossier de la colonisation, du dossier de la guerre d'indépendance algérienne. Donc on ne peut pas l'entendre et la comprendre uniquement par rapport au contexte, et il faut sans doute revenir au contexte particulier dans lequel cette loi a été élaborée et votée, mais il faut la resituer dans une gradation de mesures législatives, c'est-à-dire de lois et de mesures réglementaires, c'est-à-dire des décrets, qui ont eu pour vocation, depuis pratiquement les premières années de l'indépendance, 68, 81, 92, sur le premier septennat de François Mitterrand, à absoudre l'État français de ses responsabilités vis-à-vis d'abord de la guerre, parce que c'était la déchirure immédiate de la société française, le premier problème de conscience immédiat, encore perceptible dans l'espace public français. Donc, moi, je comprends cela comme un effort concerté, continu, pour donner un cadre juridique à ce que mon ami Benjamin Stora avait appelé l'amnésie française vis-à-vis de la guerre d'indépendance algérienne. Personnellement, je suis historien, bien sûr. Je suis aussi un citoyen, je suis un homme engagé. Je ne suis pas seulement qu'un historien qui défend une profession d'historien. Et à ce titre-là, moi, je pense que le système colonial, comme l'esclavagisme, comme le nazisme, sont des systèmes condamnables. Je ne crois pas qu'on puisse valoriser a posteriori, c'est-à-dire aujourd'hui, l'existence de telles idéologies, de telles attitudes, de comportements et de pratiques. Donc en ce sens, il y a deux attitudes sur cette loi. Il y a à la fois celle de la défense du métier d'historien, qui doit rester, les historiens doivent rester libres de leur appréciation, mais il y a aussi la dimension politique et citoyenne, à titre personnel, à titre individuel, c'est-à-dire de prendre position sur une idéologie. L'État français a une logique qui en gros consiste à mettre en place les éléments du solde pour tout compte du dossier algérien. Et cette loi-là, en quelque sorte, résume l'esprit et la lettre des choix stratégiques de l'État français. Il faut rappeler la disproportion apparente entre ce qu'est une loi, avec l'ensemble de ses dispositions, l'ensemble de ses articles, et l'élément, l'embrayeur de cette loi-là, qui, il faut le rappeler, était la question du débat sur les indemnisations dues au Harki. C'était ça l'embrayeur. Et ensuite, après consultation au niveau de la chefferie du gouvernement français, l'intervention de députés et de lobbies, et notamment de l'actuel ministre français des Affaires étrangères, Douste Blazy, il y a eu cette mise en place d'une loi qui a été, bon, maintenant, du côté français, on le rappelle volontiers en disant qu'il ne faut pas trop dramatiser. C'est une loi qui a été votée dans une séance de nuit,
alors qu'il y avait 4 ou 5 députés présents, il n'empêche pas moins qu'une loi votée par 4 députés ou par 350 a les mêmes types d'effets sur le plan juridique, et c'est ça qui nous importe à nous, Algériens. Le ministre délégué aux anciens combattants estime que cette loi est franco-française. C'est scandaleux. Parce que non seulement il a dit ça, mais il a prétendu que les gens qui avaient été à l'origine de la pétition des historiens étaient des historiens autoproclamés. Je suis très gêné par le fait que ce soit justement un ministre disons, d'origine maghrébine qui emploie ces mots-là, parce que dans la bouche d'un métropolitain, ça aurait été purement et simplement du racisme, en disant ces braves indigènes n'ont rien à voir. Mais bon, la gravité de mon jugement est tout aussi forte. C'est une manifestation d'un grand mépris pour les populations colonisées. Maintenant, il faut se poser la question, qu'est-ce qui fait que l'État français pense encore aujourd'hui être dans une position telle qu'il peut mettre quelque part les pouvoirs publics algériens, la société algérienne, les blessés de la guerre d'indépendance, les familles des victimes algériennes, devant une manière de fait accompli.